de parler avec la micro, je sens que ça résonne. Alors, je suis très content d'être là pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, évidemment, parce que la gestion des risques est sûrement un des domaines en gestion de projet qui est les plus importants. Les autres aussi sont importants, mais celui-là aussi. Parce qu'on peut effectivement gérer les projets déjà par l'approche unique de la gestion des risques. Et je vais essayer d'expliquer un petit peu comment on peut faire. Donc je m'appelle Alexis Gard, je suis spécialisé, alors en redressement de projet c'est un mot qui fait peur, en fait je fais aboutir les projets, j'interviens plutôt en fin de course des projets, je reconstruis une confiance, je reconstruis un certain nombre d'objectifs, je les fais aboutir dans un délai relativement court, et c'est mon métier dans lequel je suis arrivé dedans par opportunité en fait. Alors, j'ai commencé à Stigma, j'avais des projets qui se plantaient en forfait, et je les ai fait aboutir. Après, on m'a demandé de faire des audits de projets. Comme j'étais tout le temps dans les problèmes, on m'a demandé de faire des audits. Et puis, j'anticipais un petit peu ce qui se passait, et surtout, je me suis aperçu à quel point la gestion des risques était importante. C'est pas le mien. Alors, d'abord, j'aimerais vous présenter une approche un petit peu spéciale, que je présente à Centrale Paris en master de direction de projet et programme. C'est par l'approche systémique. J'aimerais replacer l'importance du projet dans l'entreprise. Et à partir de ça, on va voir le chemin qui va nous mener rapidement vers la gestion des risques. Alors tout d'abord, j'utilise l'approche un petit peu de l'approche systémique qui va nous permettre de définir n'importe quelle organisation dans son environnement. C'est celle qu'on voit ici. Vous avez une organisation qui est définie par une structure et par un ensemble de procédures et de règles qui déterminent le mode de fonctionnement de l'organisation. En fait, on peut dire que chaque organisation, qu'elle soit publique, privée ou autre, est effectivement peut souscrire à cette approche systémique et donc est replacée dans un environnement qui lui-même évolue. L'environnement, c'est le petit nuage qui est par-dessus. Chaque organisation, quand elle est créée, eh bien, on peut lui associer des objectifs. Et l'organisation se crée elle-même des objectifs qui vont lui permettre de faire telle et telle chose, acquérir des parts de marché, etc. Ou faire un objectif de chiffre d'affaires, etc., etc. Et l'idée, c'est de se dire que cette organisation est tout le temps en train de se transformer. Pour fonctionner, elle a adopté des règles et des procédures qui font que l'ensemble de ce mode de fonctionnement est concentré vers la réalisation de ses objectifs. Les objectifs sont en phase avec l'environnement. Le comportement de l'organisation est en lien avec son environnement, avec lequel il va avoir des interactions. Et ce qui est intéressant, c'est que l'environnement change, l'environnement se modifie. Et vous avez aussi l'organisation qui va changer d'objectif pour s'adapter encore plus à son environnement. Et comment est-ce qu'elle procède à ce moment-là? Eh bien, elle va déterminer des nouveaux besoins et des dysfonctionnements par rapport à son mode de fonctionnement actuel. Et c'est là que naît le projet. Le projet va être là en place pour mettre en place des nouveaux besoins, mais aussi pour corriger d'éventuels dysfonctionnements du mode de fonctionnement actuel. Et on va créer ce qu'on appelle un produit du projet, un livrable, qui va être après intégré dans l'organisation et qui va transformer l'organisation vers ses nouveaux objectifs. Alors on voit évidemment toute la portée de ce raisonnement qui vous permet notamment de bien distinguer le livrable, une fois qu'il a été produit, est intégré dans l'organisation et ça s'appelle comment? Ça s'appelle la conduite du changement. C'est-à-dire que le succès d'un projet n'est pas forcément la livraison du livrable, suivant les triangles de performance habituels qui est coût, délai, qualité, mais bien l'intégration de ce livrable dans l'organisation. On peut à ce moment-là mesurer quel est le succès d'un projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le projet est le moteur de la transformation de l'entreprise ou de l'organisation. C'est grâce au projet que l'organisation peut se transformer, s'adapter à son environnement. C'est important comme approche, selon moi. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la conduite du changement, qui est l'intégration du livrable dans
dans l'organisation s'accompagne aussi de la transformation continue de l'organisation dans son environnement. Maintenant, si j'aborde spécifiquement les risques projets, et si on fait le lien avec le triangle de la performance, on s'aperçoit évidemment qu'il peut y avoir des exigences qualité qui sont des exigences de critères d'acceptation par rapport au livrable qu'on est en train de produire, mais aussi il y a des exigences de coût et des exigences de délai. Dans l'environnement dans lequel on vit, l'environnement change de plus en plus rapidement et la concurrence ou les exigences en termes de services sont de plus en plus élevées. Donc on a des exigences en termes de réduction de coûts, de réduction de délai pour produire toujours des livrables de plus haute qualité. Ceci crée une tension et qui va augmenter les risques. Ça veut dire que dans l'environnement dans lequel on est, où on est obligé de produire un certain nombre de livrables et de projets donc pour aider à la transformation d'entreprise le plus rapidement possible et le mieux possible, eh bien on est obligé d'avoir une maîtrise des risques qui soit de plus en plus forte. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'une organisation performante? C'est une organisation qui va être capable de s'adapter à son environnement le plus rapidement possible, de se transformer et de pouvoir donc mettre en place des projets qui vont être très porteurs en termes de contribution à l'objectif. Si je reviens sur mon schéma ici, il y a une chose intéressante qu'on peut remarquer, que j'enseigne aussi en gestion de portefeuille, c'est l'alignement stratégique des projets par rapport aux objectifs de l'entreprise et à la stratégie de l'entreprise. On voit immédiatement que sur le panel de projets que l'on peut mettre en place ici, et que l'on va choisir quel projet lancer dans l'organisation, évidemment, on va devoir choisir les bons projets et on va devoir mesurer l'alignement stratégique de ces projets par rapport aux objectifs et à la stratégie de l'entreprise. Maîtriser les risques, c'est anticiper. On va voir comment est-ce qu'on va mettre ça en place. Alors, puisqu'ici je suis en présentation plénière, j'ai la chance, j'ai une prolongation cet après-midi. Je voudrais parler du Chaos Report, que vous connaissez sûrement tous, qui va donner effectivement les causes principales d'échec ou de réussite de projet. Et j'ai pris des schémas qui sont connus. Et qu'est-ce que vous pouvez remarquer dans ces chiffres-là entre l'évolution des projets qui réussissent avec succès et de ceux qui sont vraiment réussis et de ceux qui sont en échec tout au long des années? Qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Ça ne bouge pas beaucoup. Et la vraie question, c'est de savoir pourquoi. C'est de savoir pourquoi. Alors en fait, j'ai répertorié, voilà, ça ne vient pas de moi, ça c'est quels sont les critères qui font que les succès réussissent. On voit différentes choses ici, alors ce sont les seuls slides en anglais que j'ai. Vous avez ici des causes qui font que les projets sont moyennement réussis, et vous avez aussi des causes qui font que les projets sont en échec. Remarquez quand même que le taux de projets en échec reste relativement constant. Eh bien, selon moi, et d'après mon expérience en redressement de projet, c'est parce qu'on n'adresse pas les bonnes causes. C'est intéressant. Si vous regardez ici ce que j'ai mis en rouge, on parle beaucoup du manque d'implication des utilisateurs. C'est ce qui apparaît le plus souvent. Évidemment, après, on peut dire, voilà, on avait le cahier des charges qui n'était pas forcément bien écrit, on avait un planning qui n'est pas fait correctement, on avait des charges qui n'ont pas été bien estimées, etc. Bien sûr, mais pour moi, je reprendrai ce que Rassus disait tout à l'heure, les compétences humaines sont effectivement l'enjeu de la réussite d'un projet. Plutôt que lack of user input ou lack of user involvement, qui sont les manques d'implication des utilisateurs, moi je dirais que la cause principale, ou le facteur de réussite principal d'un projet, c'est de travailler sur les résistances humaines que l'on peut trouver. Comment faire adhérer les utilisateurs au projet? Contrairement à d'autres approches, l'IPMA se concentre sur les compétences humaines, les compétences techniques et les compétences contextuelles, qui sont des compétences. D'autres approches, même si j'en suis certifié, sont des approches qui sont essentiellement processus.
Personnellement, je ne pense pas qu'on gère un projet avec des processus. Je pense qu'on gère un projet avec l'humain. Et il va falloir travailler pour faire adhérer les parties prenantes au projet. C'est pour ça que j'ai passé une certification de coaching. Je travaille beaucoup sur les aspects communication et les aspects humains, pour comprendre le besoin justement des humains, comment ils fonctionnaient et comment est-ce qu'on pouvait intégrer ces besoins-là dans les objectifs du projet. Lorsqu'on travaille sur les risques projets, eh bien, selon moi, déjà sûr, nous avons deux questions principales qui émergent quand on prend en charge un projet. La première question, c'est le point d'interrogation en vert que vous avez, et c'est la question qu'on se pose le plus rapidement, enfin le plus souvent, et le plus rapidement aussi, c'est qu'est-ce que je dois faire pour réussir un projet? Et là, vous rentrez tout simplement dans un processus qui est lequel? Comment? Le comment? C'est quel processus, hein? Vous avez raison, c'est le processus de planification. Donc en fait, vous arrivez tout bêtement, c'est déjà du boulot, hein, mais vous arrivez quand même avec l'organigramme des tâches, le PERT, etc., vous arrivez à un diagramme de Gantt, et vous vous dites, voilà comment je vais réussir mon projet en construisant votre propre vision. Moi, il y a une autre question que je me pose, qui est effectivement le dessous de l'iceberg. Plutôt que de me poser la question de savoir comment je vais faire pour réussir le projet, je vais me poser une deuxième question. Avec qui? Avec qui, ça fera aussi... Alors, ça fait partie des deux questions. Mais la deuxième question, c'est qu'est-ce qui pourrait faire que je ne réussisse pas mon projet? Et là, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire, c'est pour rendre le processus de gestion des risques. Parce que quand vous vous posez la question, vous allez rentrer effectivement dans l'identification des événements qui pourraient faire que votre projet ne fonctionne pas. Et là, évidemment, vous arrivez à plusieurs choses. Vous arrivez en fait à une série d'actions pour compenser les risques. Là, on verra ça cet après-midi, hein, en prolongation. Vous arrivez en fait à un ensemble d'actions qui vont vous permettre de diminuer les risques identifiés. Mais plus que ça, il n'y a pas que des actions. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre pour diminuer les risques ou pour éliminer les risques? Donc vous avez maîtrisé l'ensemble de ces risques. Vous arrivez donc à un ensemble d'actions qui vont venir enrichir votre planning. Et vous avez un ensemble de processus, procédures et règles qui vont être tout simplement le management de projet que vous allez mettre en place sur votre projet adapté à votre environnement. Et c'est ça la clé finalement d'un bon chef de projet. C'est qu'il est capable de s'adapter à son environnement en mettant en place le bon management de projet adapté à son environnement. Et ce n'est pas l'application d'une règle ou d'une méthodologie apprise. À partir de ça, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, on verra ça cet après-midi, mais comment est-ce qu'on peut, à partir de la cartographie des risques et d'un portefeuille de projet, comment est-ce qu'on fait par exemple pour cartographier les risques de l'ensemble de mon portefeuille de projet par rapport à une même grille de risques. Cette grille de risques, vous l'avez à gauche, vous avez des catégories de risques et puis des risques, et vous allez évaluer effectivement, suivant une analyse multicritère, un ensemble de projets suivant la même grille. Ce qui va vous permettre ici, dans cet exemple-là, de pouvoir déterminer sur quel projet vous allez mettre en place un processus continu de revue de risque ou d'audit ou de ce que vous voulez, pour pouvoir justement identifier par anticipation le dérapage éventuel des projets. Donc là, sur ce graphique-là, vous avez en rouge en bas les projets sur lesquels je décide de mettre en place des revues de risque, afin d'anticiper évidemment le dérapage de ces projets-là. C'est un bon outil de gestion de portefeuille. Sinon, vous avez aussi la possibilité de mettre en place, évidemment, par projet, une cartographie des risques. Donc, vous avez des risques, évidemment, tout le long de ce schéma, et vous avez effectivement une évaluation du projet suivant ces paramètres, avec des seuils qui font que là, on est en dessous du seuil ou au-dessus du seuil, qui vont nous permettre de corriger les risques. Tout ça, on verra ça cet après-midi dans le détail. Comment se place l'IPMA dans cette approche-là? Donc l'IPMA a la particularité, je le dis en tant qu'assesseur niveau C et B et puis certifié B, de pouvoir se concentrer sur trois volets principaux
qui se base essentiellement sur les compétences. Il y a les compétences contextuelles, les compétences techniques et les compétences humaines. Les compétences humaines, évidemment, étant un aspect plus que important dans cette approche-là. La gestion des risques est une des compétences techniques que l'on a ici, que je vais entourer en rouge. Et si je reprends dans le détail, donc je descends un petit peu bas à partir de l'ICB, c'est comment est décrit dans l'IPMA la gestion des risques. Eh bien, vous avez une description générale des risques et des opportunités. Je ne vous demande pas de lire, j'ai souligné pour vous les mots importants, qui sont pour moi le processus continu, la culture risque, la type d'évaluation, qualitative et quantitative, ça on retrouve, et puis les différentes techniques que l'on peut utiliser pour la gestion des risques. Ensuite, vous avez différentes étapes du processus qui sont détaillées ici. Et en dernier paragraphe, vous avez ce qu'il faut connaître en fonction du niveau de la certification que vous allez passer. Alors j'ai fait passer pas mal de certifications au niveau BSC. Et comment est-ce qu'on fait pour tester ça? Justement, on va poser la question au candidat de savoir qu'est-ce qu'il a mis en place comme gestion des risques au niveau, alors sur ce thème-là, parce qu'il y a pas mal d'autres compétences sur lesquelles le candidat est évalué, mais effectivement, on va lui poser la question de savoir comment est-ce qu'il a fait dans le projet qu'il présente pour mettre en place une gestion des risques, quels sont les risques principaux qu'il a identifiés, et surtout comment est-ce qu'il a décidé de les traiter. Quelle culture risque il a voulu mettre au niveau de l'entreprise et de son projet, etc. Donc on est essentiellement sur un retour d'expérience. La personne qui va présenter une certification IPMA, c'est quelqu'un qui va présenter son expérience, et non pas une connaissance théorique. C'est, selon moi, le principal apport évidemment de l'IPMA. Une minute, Alexis. Top. Dernier slide. Incroyable. Cet après-midi, je vais présenter le détail de ce que je viens de présenter là. Donc il va y avoir évidemment un rappel sur la gestion des risques avec des particularités qui font que j'apporte des choses. Et aussi, on va se pencher sur la gestion des opportunités. Donc il y a deux choses à voir, c'est comment est-ce qu'on va utiliser les opportunités qui sont des impacts positifs, et puis comment est-ce qu'on va créer à partir d'impacts négatifs des opportunités pour l'organisation. Donc là, il y a des techniques de coaching notamment pour pouvoir y arriver. Ensuite, on verra les facteurs clés de succès qui font qu'on arrive à identifier les risques sur un projet et maîtriser les risques. On travaillera sur l'étude de cas, parce que vous allez contribuer aussi, vous allez travailler pour ceux qui viendront. J'aimerais pas que ça décourage les gens, mais vous allez travailler. Et enfin, on va voir les différents axes pour sécuriser les projets qui va essentiellement se reposer sur comment promouvoir une culture risque au niveau de l'entreprise, former les gens, comment créer des revues de risque, notamment dans un processus continu, et aussi accompagner l'organisation et les directeurs de projet, comme je le fais tous les jours dans les grands comptes, pour justement maîtriser les risques et faire aboutir les projets.